Dans votre livre, vous revenez, sans prononcer les mots, sur la vieille question du communisme et du collectivisme. Je vous cite, page 39. Ce qui peut, ce qui doit être fait au lendemain de l'insurrection, c'est disjoindre travail et possibilité d'exister. Et plus loin, page 50, le sens commun qui dit « Qui ne travaille pas ne mange pas » a tort. Vous prenez donc clairement parti pour l'option communiste originelle, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. On ne quantifie pas, la consommation doit être libre et gratuite. Là encore, en tant que communistes libertaires, nous sommes d'accord, mais avec une réserve de taille. Il nous semble en effet que la question écologique modifie l'équation communiste. Jadis, l'équation communiste, c'était quoi? C'était ajuster la production sur les besoins. Aujourd'hui, avec la prise de conscience de la limitation des ressources naturelles, l'équation a changé. Un troisième terme s'est ajouté à l'équation. Aujourd'hui, on doit rechercher l'équilibre entre les besoins, la production et les capacités de la biosphère. Cela signifie pour nous que le communisme n'est plus envisageable intégralement. Certes, des secteurs entiers doivent être systématiquement libres et gratuits, par exemple l'éducation, la santé, les transports, les communications, le logement, etc. Mais pour un certain nombre de biens de consommation, comme le vêtement, la nourriture, la vaisselle, les voitures, que sais-je, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il faut quantifier ce qu'on peut consommer, demander une contribution à l'effort collectif, et que donc la formule collectiviste est plus appropriée? Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que il faudrait limiter la production d'un certain nombre d'objets, de biens qui sont pas de première nécessité et qui sont de nature à contribuer à dévaster la planète. La production excessive et inutile, c'est quand même extrêmement lié au capitalisme, à la recherche du profit. À partir du moment où on supprime cet aiguillon du profit, une nouvelle forme de vie doit presque sans contrainte et sans mesure et sans quantification aboutir à un beaucoup plus grand respect de ce qui nous entoure. Ce qu'on a essayé d'expliquer dans le livre, c'est que ce qui menace véritablement le plus, c'est l'extension de l'urbanité, l'extension des villes. Les villes prolifèrent comme des tumeurs, avec des métastases. Il y a, dans les statistiques officielles, 100 km² de terre cultivable en France qui disparaissent tous les jours. C'est incroyable quand on pense à un chiffre pareil. À ne pas mettre ça au premier plan et à mettre au premier plan les bacs blancs, verts et jaunes, on anesthésie le bon peuple. Oui, alors le livre évoque donc la gratuité et la distribution des biens et la disparition de l'argent et son maintien. Les formules sont un peu hésitantes parfois, et son maintien, en tout cas dans un premier temps, comme nécessité. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? En ce qui concerne l'argent, ce que Camus, l'autre auteur du livre, a fait remarquer, c'est que les deux expériences relativement récentes de disparition complète, de suppression complète de l'argent, n'ont pas été des succès. Il voulait parler de la révolution russe dans les premiers mois et des Khmers rouges. Donc, la suppression immédiate et totale de l'argent, c'est probablement problématique sur le plan matériel, sur le plan de l'organisation, sur le plan comment on fait en supprimant l'argent du jour au lendemain. Alors, l'idée qui est exprimée dans le livre, c'est de pousser l'argent très vite aux marges de la vie, quoi. C'est-à-dire que l'extension de la gratuité à tous les domaines que vous avez mentionnés tout à l'heure, qui vont du logement à l'éducation, de la santé au transport, la gratuité totale implique que l'argent déjà perd énormément de sa signification. En revanche, il y a quand même un problème. Comment faire de l'argent qui ne soit pas adossé à un pouvoir étatique? Voilà. Je pose la question. Je n'y réponds pas. C'est une vraie question.
Alors l'argent et la gratuité, le sujet est peut-être pas central par rapport aux tâches de la Révolution, mais il est abordé dans le livre et il nous intéresse forcément, c'est celui de la gratuité des biens culturels. Vous proposez la gratuité pour l'ensemble des produits culturels. Prenons le livre par exemple. Quelques pages plus loin, vous proposez que les gens qui veulent continuer à faire libraire continueront à faire libraire. Ils seront libraires de livres gratuits. Vous pouvez m'expliquer un peu où il y aurait éventuellement contradiction? Je vois pas de contradiction. Qu'il continue à exister des librairies, ça me semble tout à fait indispensable. Je vois pas dans quels endroits les livres pourraient être présentés, défendus, aimés, acquis que dans une librairie. Que on parte pas avec le livre sous le bras, que c'est pas mon livre à moi, c'est un livre. Oui, en effet, c'est une bonne remarque. Oui. Enfin, les bibliothèques pourraient devenir comme des librairies, oui. Ou les librairies pourraient fonctionner sur le mode du prêt et non plus sur le mode de l'acquisition. C'est envisageable, en effet. Oui, pourquoi pas. On a dit qu'on disjoignait le travail de la façon d'une possibilité de vivre dignement. Et on essaye de développer, on a essayé de développer dans le livre des arguments contre les gens, contre le bon sens. Là, le bon sens qui dit, alors plus personne va travailler. Nous pensons que si. Quand on dit personne va aller travailler, il faut aussi dire qu'il y a aujourd'hui une masse immense de gens qui travaillent à des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui font des travaux inutiles. Ça va des publicitaires à la police. C'est immense quand on y pense. Le nombre de postes de travail qui ne servent à rien. Donc si la masse de ceux qui travaillent est réduite, il y aura bien assez de production de fait. Et je suis d'accord avec vous que la question comment vont vivre les gens si la notion de salaire disparaît, c'est d'une certaine manière problématique. Mais n'oublions pas quand même l'évidence qui est massive devant nos yeux, qui est qu'aujourd'hui, en termes de revenus, les 10-15% les mieux pourvus gagnent autant que tous les autres. Et si on laisse de côté les revenus, c'est-à-dire les flux, si on se met à parler de patrimoine, alors là c'est encore bien plus que ça. Alors je crois que la redistribution des richesses, c'est un début de commencement de réponse à cette question.